Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis, mon pronostic sur le potentiel classement de la prochaine saison de Ligue 1 2025-2026. Et rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, ça fait maintenant 6 ans que chaque week-end, chaque journée, je vous partage mes pronostics, mes points de vue, mes analyses sur tous les matchs de Ligue 1, de Première Ligue, de Ligue des Champions, mais également de Ligue Europa et d'autres championnats. Et on peut le dire avec pas mal de succès puisqu'au moment où je fais cette vidéo, vous êtes plus de 170 000 à me suivre au quotidien. Alors un grand merci à vous. On est reparti pour une nouvelle saison, mais comme d'habitude, n'oubliez pas, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne à la chaîne YouTube, on commente, on partage la vidéo. Et mettez-moi également dans les commentaires votre point de vue sur votre classement et ce que vous pensez de mon classement. Dernier point rapide, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker et bénéficier des meilleurs codes du marché, je vous conseille le bookmaker PS3838, donc Pinacle via Asian Connect. Je vous montre ici la différence de codes qu'on peut avoir entre les bookmakers traditionnels et Pinacle. J'ai pris pour l'exemple Winamax, j'ai sélectionné un match de Ligue 1 Rennes-Marseille. On peut voir ici les cotes. La victoire de Rennes sur Winamax est cotée à 3,35. Sur Pinacle, on a une cote à 3,49. Ce qui fait donc une différence de 0,14. La cote est également supérieure pour la victoire de Marseille et également le match nul 3,74 qui sur Winamax est à 3,65. Ensuite, pour le pronostic double chance Rennes ou match nul, on a une cote à 1,76. Sur Pinacle, on aura une cote à 1,84, encore une grosse différence. Je vous montre également le pronostic Dronobet, donc victoire remboursée si match nul, on a une énorme différence. On peut voir ici qu'on a une cote à 2,30 et sur Pinacle, on a une cote à 2,63. Ce qui fait donc 0,33 de différence. Donc par exemple, pour un parieur qui place 100 €, ça fait 33 € de plus sur un seul pari. Je vous laisse imaginer la différence de vos bénéfices si vous pariez sur ce bookmaker régulièrement. Et sachez que vous aurez également des cotes supérieures sur tous les sports, le foot, le basket, le tennis, mais également sur tous les pronostics, les buteurs, le nombre de buts, les deux équipes marquent, le score exact, etc. etc. Pour vous créer un compte et parier sur ce bookmaker, vous avez mon lien en description et en commentaire épinglé. Bref, assez parlé, c'est parti pour le classement. Allez, on passe tout de suite sur l'écran, on note tout de suite les principaux changements avec la descente l'an passé de Montpellier qui a fait clairement une saison ignoble. Les Montpelliérains sont accompagnés par Saint-Étienne et Reims. Et côté promu, on aura donc 3 nouvelles équipes. Metz qui a battu Reims au barrage, Lorient et le Paris FC. Pour le classement, les 4 premières places seront qualificatives pour la Ligue des Champions. Ça, c'est pareil que l'an passé. Les 3 premières directement et la 4e passera par un match de barrage. Le 5e, quant à lui, jouera l'Europa League et le 6e, la Conference League. En bas de tableau, les 17e et 18e seront directement relégués en Ligue 2. Le 16e, quant à lui, jouera un match de barrage avec un club de Ligue 2. Jusque-là, rien de compliqué. Allez, on attaque le vif et le sujet de cette vidéo, mon potentiel classement pour cette nouvelle saison 2025-2026. Je précise que je fais cette vidéo début août, donc au moment où cette vidéo sortira, il y aura peut-être eu d'autres transferts non cités dans cette vidéo. Également des joueurs en fin de contrat qui ont prolongé ou qui sont partis. Je le précise avant que tous les rageux s'excitent dans les commentaires. Je précise également que le classement que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est uniquement mon point de vue. Je n'ai rien contre les équipes que je mets en bas de tableau. Donc idem, ça ne sert à rien de s'énerver dans les commentaires si j'ai mis votre équipe relégable. Allez, on commence par le bas de tableau et en place de lanterne rouge. Désolé pour les supporters de cette équipe. Je vois comme l'an passé l'équipe du Havre, 18e. Alors premier point déjà, c'est un club avec l'un des plus petits budgets du championnat de France. Et la saison passée, ils ont eu très chaud. On peut clairement parler de miracle. Ils ont fini juste au bord de la relégation grâce à un but à Strasbourg. On s'en rappelle tous. C'était lors de la dernière seconde, la dernière journée, 99e minute sur un penalty, ce qui leur avait donc permis d'éviter les barrages. Ils ont également cet été perdu pas mal de joueurs plutôt importants. Mathieu Gorgelin, Arthur Desmas, Casimir. Beaucoup de fins de contrat. On a André Ayou, des retours de prêt également. Pembele, Mwanga. Ça fait quand même pas mal de joueurs qui sont partis. Et côté arrivée, au moment où je fais cette vidéo, franchement, rien de terrible. Uniquement quelques arrivées de joueurs libres gratuits. En fin de contrat, on a Thomas Delaine, Doucouré, Moridio. On a aussi le japonais Ayumu Seko. Rien de bien folichon. Alors ce n'est que mon point de vue, mais je pense que cette année, Le Havre aura beaucoup de mal sur le plan offensif et sur les matchs de préparation, pareil. C'est vraiment triste. Une défaite au Mans 1-0. On a une autre contre Brest 1-0 également. On a aussi un nul contre Angers 0-0.
3 matchs, 2 défaites, 1 nul, 0 but marqué, c'est surtout ça. Et ça confirme bien le doute que j'évoquais juste avant sur le plan offensif des Havrais. Conclusion, l'objectif de cette équipe et de Didier Digard, qui a été maintenu dans ses fonctions d'entraîneur, sera clairement de jouer encore une fois le maintien cette saison. C'est donc pour tous ces points que je mets Le Havre, lanterne rouge, au classement. On enchaîne avec le 17e, autre équipe que je vois descendre avec Le Havre, c'est Angers. Désolé pour les supporters angevins. Équipe qui l'an passé a terminé 14e avec 3 petits points d'avance sur la zone rouge. Dans l'ensemble, saison, malgré quelques victoires sympas qui restent très décevantes, très moyennes, trop faibles selon moi. Au moment où je fais cette vidéo, on peut noter l'arrivée du gardien lensois Kofi et du milieu stéphanois Louis Mouton. Mais côté départ, quelques joueurs importants ont fait leur valise. On peut penser à Zinedine Ferrat ou encore à Ibrahim Niane, à Oulou également. Bon, pour l'instant, le mercato penche plutôt du côté négatif pour le SCO. Ils n'ont clairement pas une équipe, un effectif pour jouer mieux que les places rouges. C'est mon avis, encore une fois, je le répète, c'est uniquement un point de vue. C'est donc pour tous ces points que je les mets relégables avec Le Havre. D'ailleurs, les deux équipes se sont jouées en amical il y a quelques jours. Résultat nul comme le classement que j'annonce, 0-0. On enchaîne avec le 16e et barragiste. Je vais placer, sans grande surprise, le FC Metz, nos petits Messins, qui sont arrivés en Ligue 1 grâce au barrage. Ils ont éliminé le Stade de Reims, mais bon, à chaque fois que Metz est remonté en Ligue 1, ça n'a jamais duré très longtemps. C'est une équipe habituée à faire le yo-yo. Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2. Et côté mercato, ils ont perdu leurs 2 gardiens. Arnaud Baudard parti du côté de Lille et Oukidja parti en Serbie. Mais apparemment, celui qui est venu pour les remplacer a l'air assez bon. Je ne m'avance pas. Danois, jeune, apparemment 1m98, donc assez grand. Jonathan Fischer de son nom. On verra si c'est solide, ça reste à prouver. Et dans le jeu, 2 autres arrivées, 2 Géorgiens, Tsitashvili et Abouachvili. On sait que les Messins aiment bien aller chercher des joueurs dans ce pays, en Géorgie. On se rappelle forcément tous de Miko Tadze qui a fait plusieurs saisons à Metz et qui a marqué beaucoup de buts. Est-ce que les recrues auront le même succès que ce bon vieux Georges? Ça reste bien évidemment à confirmer. Mais selon moi, ça risque d'être trop limite pour les Messins. Je les mets quand même barragistes, mais sans grande conviction. 15e place, premier non relégable. Pour moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je mets l'équipe de Toulouse. Le TFC pour cette nouvelle saison, je ne le sens pas du tout. La saison passée, c'était clairement très moyen, énormément de défaites. Les seules victoires, ça a souvent été plutôt poussif. Hormis les 2 larges victoires contre Le Havre et Angers, ça a souvent été des toutes petites victoires, un but d'écart, pas plus. Franchement, si les Toulousains avaient terminé dans la zone rouge, je n'aurais clairement pas été surpris. Pour moi, ça n'a pas vraiment le niveau pour jouer en Ligue 1. Ensuite, que dire de leur préparation? Les matchs amicaux très inquiétants avec un nul contre Pau 0-0, une défaite contre QPR, club de D2 anglaise, une raclée contre Leipzig 7-0, une autre contre le club Qatar Al Nasser, le club de Ronaldo, 2-1, et une dernière défaite, une de plus au moment où je faisais le montage de la vidéo contre Stuttgart 6-0. Alors ce n'est que des matchs amicaux, mais quand même, selon moi, c'est assez inquiétant à ce niveau. Côté mercato, très peu d'arrivées pour compenser les quelques départs. Leur buteur Abouklal, selon les rumeurs, serait sur le départ. Le gardien Restes également. Franchement, selon moi, ça sent pas très bon pour Toulouse. Je me demande même si je n'aurais pas dû les mettre à la place des Angevins. Bref, selon moi, Toulouse finira à la 15e place cette saison. On passe ensuite à la 14e position. Je vais placer les petits merlus, le promu, Lorient. Rien à dire sur leur parcours en Ligue 2. Très belle saison. Ils vont arriver avec beaucoup de confiance. Premier du classement l'an passé. Meilleure attaque, meilleure défense. Également le meilleur buteur et joueur de Ligue 2, Eli Kroupi Junior, auteur de 22 buts l'an passé, très solide. Mais bien sûr, gros point négatif, ce buteur ne sera plus l'orienté cette saison. Alors c'était déjà acté l'hiver dernier puisqu'il a été acheté par le club anglais Bournemouth qu'il avait prêté à Lorient jusque la fin de saison. Mais donc forcément, le gros point noir dès l'orienté sera de combler le départ de Kroupi. Quelques titulaires sont également partis. Julien Laporte, défenseur expérimenté, parti à Montpellier. Julien Ponceau également à Valladolid. On a également Mvongo en fin de contrat qui ne devrait logiquement plus être à Lorient la saison prochaine. Ça fait beaucoup de joueurs selon moi à remplacer. On risque selon moi d'avoir un effectif assez limite pour jouer mieux que la 14e place. On poursuit avec la 13e position et je vais mettre les Canaries de Nantes. On a ici un club qui va essayer de se reconstruire, un nouveau projet, un nouveau coach en la personne de Luis Castro. Mais bon, les Nantais depuis pas mal d'années, même si ça réussit à se maintenir souvent sur le fil, c'est quand même très compliqué. Il n'y a pas une seule saison facile du côté de Nantes. Luis Castro, je le disais,
très bon coach, mais je pense qu'il faudra quand même un peu de temps avant que tout se mette en place, sûrement quelques années. On peut noter l'arrivée côté mercato d'un joueur très prometteur en la personne de Yacine Benatab, l'une des révélations l'an passé avec Aubagne. On a aussi Radakovic, défenseur expérimenté qui vient forcément remplacer le taulier Nicolas Palois, parti du côté de Reims. En plus de Palois, on a de grosses pertes. Marcus Coco, Moses Simon, surtout parti du côté du Paris FC. On a également Chirivella Augusto qui était quand même la paire du milieu de terrain titulaire du FC Nantes. On a aussi 2 défaites en amical contre Rennes, Guingamp. Enfin bon, je ne vois pas vraiment Nantes faire une grosse saison. Je pense qu'une 13e place, c'est correct pour cette formation. On continue avec la 12e place de ce classement. Je vais mettre les Brestois. Je pense que les supporters ne vont pas être contents. Il reste, ça on ne peut pas le nier, sur 2 belles saisons, surtout il y a 2 ans. L'an passé, ça reste assez bon quand même, surtout qu'ils ont joué sur plusieurs tableaux avec un très beau parcours, il faut le dire, en Ligue des Champions et en championnat, une 9e place au classement. Mais j'ai trouvé beaucoup de failles à Brest, surtout en défense. 59 buts encaissés quand même. Ils ont même conclu par une raclée du côté de Nice, 6-0 lors de la dernière journée. Côté mercato pour les arrivées, pas grand chose. Ça va sûrement bouger au mois d'août. Je le répète, je fais cette vidéo début août, donc il y aura forcément, au moment où vous regardez cette vidéo, beaucoup de changements. Ici, on a déjà le départ de Pereira Lage, de Bizot en Angleterre, Aïdara, Romain Fèvre, Les Melou annoncé sur le départ également. Je pense que ce ne sera pas évident cette saison pour Brest, c'est pour ça que je les mets 12e. 11e position, je vais placer le promu, le Paris FC, qui fait beaucoup parler pendant ce mercato. Ils sont très actifs et on peut le voir, ils ne veulent pas se rater. Ils vont essayer de mettre en place un joli projet et pour l'instant, ce qu'on peut voir, ça a l'air assez prometteur. On a le Nantais Moses Simon, l'attaquant explosif de Nantes, Otavio de Porto, très belle pioche en défense. Pas trop de départ également. Les Parisiens pourront donc conserver les principaux joueurs qui leur ont permis de monter en Ligue 1 la saison passée. Donc voilà pour moi, équipe et projet intéressant, intelligent. Je ne les vois pas encore jouer les premiers rôles, mais je pense que le maintien sera facilement acquis. C'est pour ça que je leur mets une jolie 11e place. 10e, je vais mettre l'AJ Auxerre l'an passé, saison correcte. Je les vois refaire à peu près la même chose avec un milieu de classement. L'AJA, c'est gentil, c'est solide, ça joue correctement au football. On a quelques départs à noter quand même de joueurs cadres. Traoré et surtout Gaëtan Perrin parti du côté de Krasnodar. Mercato plutôt bien géré dans l'ensemble pour Auxerre. L'arrivée de Casimir qui a fait une belle saison l'an passé. Enfin, pour conclure, oui, je les vois finir dans ce milieu de classement et réaliser une saison sérieuse. 10e. Pour la 9e place, je vais mettre Lyon. Clairement, je ne vois pas comment les Lyonnais pourraient faire une bonne saison au vu de tout ce qui se passe depuis le mois dernier. J'ai hésité à les mettre plus bas. J'ai toujours du mal avec cette équipe. Trop indécis, trop irrégulier, trop d'histoire. Ils ont frôlé la relégation en Ligue 2 quand même. John Textor a dégagé, remplacé par Michel Kang qui a réussi à les maintenir pour rester en Ligue 1. Alors on le sait forcément, l'OL est dans le rouge sur le fil devant la DNCG. Mais en contrepartie, ils doivent largement alléger la masse salariale. Donc on s'y attendait, mais il y aura beaucoup de gros départs dans l'effectif. Déjà, Alexandre Lacazette, Ryan Cherki, parti du côté de Manchester City, Saïd Benrahma, Jordan Verretou, Khaled Tachar doit également partir, Tagliafico, leur gardien Lucas Perry parti du côté de Leeds en Angleterre, Tolisso annoncé également sur le départ. Donc on a énormément de départs. On a une reconstruction totale de l'équipe type. Mais le problème, c'est que leurs soucis financiers ne leur permettent pas vraiment de se renforcer et de combler tous les départs. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Ruben Kluivert, Moreira en provenance du Sporting, mais ça reste quand même assez léger par rapport à tous les départs. En plus de ça, côté calendrier, les Lyonnais vont jouer beaucoup de matchs. Ligue Europa oblige. Bref, j'ai un peu peur pour ces Lyonnais. Je pense être gentil en les mettant 9e. Après, la préparation est plutôt sympa. Les clubs en face, c'était pas des cadors, mais on a des victoires 4-0 contre Majorque, contre Hambourg 4-0 également, une autre victoire 1-0, un nul 0-0, aucun but encaissé. On conclut pour Lyon là-dessus. Les Guns, selon moi, 9e place. On se rapproche du haut de tableau avec la 8e place. Je vais placer le Racing Club de Lens, les 100 et or, 2e de Ligue 1. En 2023, ont clairement dégringolé à tous les niveaux en l'espace de 2 ans. L'effectif s'est métamorphosé, complètement dilapidé. On a forcément Danso, Medina, Fofana, Frankowski, Samba, Openda, leur buteur qui n'a jamais vraiment été remplacé. Et bien évidemment, Frank Case remplacé par Will Steele la saison passée qui n'a pas vraiment convaincu. Will Steele qui sera cette saison remplacé par l'ex-lyonnais Pierre Sage qui avait fait du bon boulot avec Lyon, on peut le dire. Je pense que c'est plutôt un bon coach et je le vois réussir dans le Nord. Pour l'instant, les matchs amicaux sont plutôt satisfaisants pour le Racing Club de Lens. Invaincu, 2 nuls, 3 victoires. Au moment où je fais cette vidéo, il en reste 2 contre Rome et Leipzig. Et pour le mercato, assez triste côté lensois, selon moi,
Sur les arrivées, on va pas se mentir. Côté départ, on a Medina à l'OM, El Ainaoui parti aussi en Italie, Enzola, Mendy, bon, il faudra combler tout ça. Donc voilà pour moi, 8e selon moi, le Racing Club de Lens. Pour la 7e place, je vais placer le Stade Rennais. C'est clairement une équipe qui a de gros objectifs, mais on ne peut pas le nier. C'est très décevant depuis 2 ans où ça joue plutôt la seconde partie de tableau. Pour l'instant, mercato plutôt pas mal. Habib Beye, pour sa première saison complète à Rennes, a fait venir 2 Marseillais plutôt d'expérience, Valentin Rongier et Quentin Merlin. À noter le départ d'Assignon qui était quand même un gros titulaire sur le côté droit. À voir également s'il conserve Kalimundo qui est pas mal courtisé. Je pense tout de même que Rennes a les capacités de faire une belle saison, 7e et pourquoi pas aller chercher une place européenne. On verra bien. On attaque les places européennes et pour cette 6e place, je vais placer l'équipe de Strasbourg, le Racing qui sort d'une très belle saison. Franchement, ils m'ont surpris agréablement. Équipe très jeune, gros potentiel, mercato très prometteur. Panicelli en provenance de Mirandes, auteur de 21 buts en 44 matchs, qui viendra donc épauler Emega qui a fait une très belle saison. Belle équipe sur le papier, je les vois accrocher l'Europe. 6e. 5e place, je place l'OGC Nice qui sort d'une belle saison également et d'une bataille avec Lille et Monaco en fin de saison. Ils ont une belle équipe qui se construit depuis quelques années. Ils devraient garder la colonne vertébrale de cet effectif. Pas de gros départs hormis Laborde et Boulka partis en Arabie Saoudite. Le gardien est remplacé par le portier de Reims, Yeman Diouf. Gros potentiel offensif pour moi. Pour les Niçois, on l'a vu l'an passé avec 66 buts marqués. Donc voilà, sans surprise, je les place très bien au classement. 5e. Après la 5e place, on attaque donc la 4e place et je vais mettre Lille Olympique Sporting Club. Toujours entraîné par Genesio qui a été reconduit après sa belle saison l'an passé. Une saison qui peut nourrir forcément beaucoup de regrets. Pas mal de points perdus très bêtement, souvent en fin de match. Ça, c'est vraiment un gros point noir à Lille. Les fins de match et les buts encaissés dans les arrêts de jeu. 5e place à l'arrivée à seulement 1 point de la 3e place occupée par Monaco. Vraiment, c'est bête pour Lille qui ne jouera pas la Ligue des Champions cette saison. Ils joueront la Ligue Europa. Alors, je pense que c'est peut-être pas plus mal pour eux. Surtout vu tous les joueurs qui sont partis et qui pour le moment ne sont pas vraiment remplacés. Je suis un peu déçu de leur mercato pour l'instant, mais je fais confiance à la direction et à Olivier Létang. Côté départ, on a forcément du lourd. Gomez, bon, qui ne jouait plus vraiment, est parti à Marseille. On a Goodmanson qui est parti à Leeds. Cabella qui est parti en Grèce. Chevalier potentiellement en partance pour le Paris Saint-Germain. Ça dépendra de Donnarumma. Akpom n'a pas été reconduit. Mitchell Baker, pareil, suite à sa blessure. Mais surtout, Jonathan David, qui était clairement le seul réel attaquant et buteur de Lille. Il est là le défi de ce mercato pour Lille et Bruno Genesio. Trouver un vrai buteur. On a Brolom ou encore Félix Correa. On ne sait pas vraiment ce que ça peut donner. On peut être agréablement surpris, je ne dis rien. Ensuite, on a Olivier Giroud, qui est venu plutôt pour apporter de l'expérience dans le vestiaire, mais clairement, ce ne sera pas un titulaire, ce sera un super sub, un mec qui sera là pour décanter quelques situations en fin de match, apporter son expérience, mais surtout pas pour être titulaire. On a également le défenseur belge Nathan Ngoy, apparemment très prometteur. Donc bon, la direction lilloise doit réellement s'activer sur le dossier attaquant. Je leur fais confiance. Je trouve que Lille, chaque saison, joue et recrute intelligemment. Olivier Létang gère très bien son club, donc je pense qu'une 4e place, c'est assez sympa pour Lille. On se rapproche de la première place avec la 3e place et je vais placer l'AS Monaco que je vois confirmer sa 3e place de l'an passé. Joli mercato, Paul Pogba à qui il faudra quand même retrouver son niveau. Ansu Fati, l'ancien Barcelonais. S'ils arrivent à conserver leur noyau, ça peut être très sympa et très solide cette saison à Monaco. À voir tout de même si l'enchaînement des matchs championnat et Coupe d'Europe ne les fragilise pas trop. Mais ça reste quand même une très bonne équipe. Voilà, je les place en 3e position. Le dauphin de ce classement, j'ai placé l'Olympique de Marseille qui sort d'une belle saison, une magnifique saison, 2e place. Alors j'aurais très bien pu mettre Monaco, c'était très serré. Mais on a quand même pas mal de trous d'air côté monégasque. Alors Marseille aussi, ça peut être en crise tous les mois dans ce club. Mais je les trouve un cran légèrement au-dessus de Monaco. L'OM réalise également pour l'instant un gros mercato, un peu comme tous les ans, même si parfois ça floppe un peu. L'an passé, on l'avait vu avec Eli Wahi. À part ça, l'an passé, on avait eu Greenwood, très bonne saison. Geronimo Rulli, très bon gardien. Cornelius Højbjerg, qui a été définitivement acheté. Rabiot, superbe saison également. Il s'est vraiment imposé dans le 11 de départ. Jonathan Rowe, Mopé, Amine Gouiri, qui est arrivé en cours de saison et qui a mis pas mal de buts. Et cet été, on a encore du lourd. Aubameyang qui fait son retour à Marseille. Gomez, venu de Lille, bon, à voir son état de forme. Medina de Lens, Paixão, recrue la plus chère de l'histoire de Marseille, 35 millions d'euros. Ça promet quand même un bel effectif du côté de Marseille. Donc pour conclure, je vois Marseille sur une continuité
de sa saison passée. C'est pour cela que je les place en seconde position. Première place, plus de suspense. Vous l'avez compris, je place encore une fois, en toute logique, le Paris Saint-Germain. Ce serait clairement compliqué de les mettre ailleurs. Franchement, la saison passée du PSG a été incroyable, mythique. C'est tout simplement parfait. J'avais jamais vu Paris jouer à un tel niveau, surtout la seconde partie de saison. Le déclic, pour moi, a eu lieu à domicile contre Manchester City en Ligue des Champions, quand ils étaient menés 2-0 après la pause et qu'ils ont renversé pour gagner 4-2 grâce à Barcola et Dembélé qui avaient fait un match incroyable. Et là, il s'est passé un truc dans cette équipe, dans cet effectif. Ils se sont mis à tout gagner. Championnat, Ligue des Champions, 5-0 en finale contre l'Inter. Bon après, les Italiens étaient claqués au sol, mais quand même, le problème était-il Mbappé? Alors, il y a un débat là-dessus. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que Mbappé était le problème de Paris qui les empêchait de gagner la Ligue des Champions? Mettez-moi ce que vous en pensez. Pour moi, Mbappé, c'était la star de trop dans le vestiaire. Je suis curieux d'avoir vos avis. Et côté mercato, côté transfert du côté de Paris, pas grand-chose pour le moment. On a le départ de Skriniar à Fenerbahçe. Enfin bref. Et côté prépa, pas de match amicaux. On a eu la Coupe du Monde des clubs où Paris a perdu en finale contre Chelsea. Et on aura la finale Super Coupe de l'UEFA contre Tottenham le 13 août, juste avant la reprise du championnat. Enfin bref, voilà pour mon classement. En toute logique, j'ai conclu par le Paris Saint-Germain, premier et vainqueur de cette nouvelle saison. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager également dans les commentaires votre classement. Avant de finir cette vidéo, pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur l'un des meilleurs bookmakers du monde qui propose les meilleurs codes du marché, je vous conseille le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la reprise des vidéos pronostics. En tout cas, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. Ciao, ciao!